Dans la première partie de cette présentation, on avait vu qu'il y a plusieurs approches de scoring. Donc on a vu la méthode Business Rules, la méthode Business Analytic, la combinaison des deux. On a également vu quelques exemples de règles de scoring et quelques exemples de règles de recommandation de produits basées sur ce scoring. Dans cette seconde étape, on va donc passer à l'étape d'implémentation de ces règles à la fois de scoring et de recommandation de produits. Pour ce faire, on va donc dérouler plusieurs étapes, donc comme illustré dans ce slide. Première étape qui va consister à la création du vocabulaire qui va sous-tendre donc l'édition des règles. Une règle est faite à la fois d'une grammaire et d'un vocabulaire. La grammaire est fournie par l'outil, c'est la syntaxe qu'il faut respecter pour l'écriture des règles. Et le vocabulaire en lui-même, donc, il est à créer pour chaque domaine spécifique pour lequel donc, on a adopté l'utilisation de cet outil. Deuxième étape, création de ce qu'on appelle les groupes de règles, ou package de règles. Chaque règle va être inscrite dans un groupe précis qui va donc correspondre à la typologie des règles. Donc c'est un regroupement fonctionnel des règles. Troisième étape, création de ce qu'on appelle donc le rule flow, ou flux d'exécution, ou plus communément arbre d'exécution, qui va donc organiser le séquencement de ces différents groupes de règles. Donc on a plusieurs groupes de règles et on sait que lorsqu'on reçoit la donnée, lorsqu'on invoque ce service de scoring, la première chose à faire, c'est de calculer le score. Et une fois qu'on a calculé le score, on obtient un résultat. Et selon la nature de ce résultat, on décide ou pas de continuer l'exécution. Typiquement, dans cet exemple, lorsque le score que l'on a obtenu n'est pas positif, on va tout de suite sortir, arrêter l'exécution avec le message indiquant qu'on n'a pas pu calculer le score. Par contre, lorsqu'on a pu calculer le score et qu'on obtient effectivement un score positif, on va enchaîner l'exécution avec l'arbre de recommandation de produits où là, à l'intérieur, on va également dérouler, exécuter les règles de détermination de produits boursiers, détermination de produits de défiscalisation, de produits de panne, de produits de placement immobilier, ainsi de suite. Donc jusque-là, pour ces trois premières étapes, on n'a pas vraiment écrit factuellement les règles en elles-mêmes, on a juste préparé l'environnement d'édition des règles. Et donc, dans la quatrième étape, on va créer ces règles. Et pour ce faire, on a deux formalismes. Le formalisme table de décision, donc qui est un formalisme qui est très très adapté lorsqu'on a plusieurs règles, donc plusieurs unités logiques, mais qui ont exactement la même structure, les mêmes types de conditions, les mêmes types d'actions, plutôt que d'en faire des règles complètement autonomes. Donc il est préférable de les regrouper dans un format tabulaire qui va tout de suite permettre de vérifier de manière automatique qu'on n'a pas des problèmes de chevauchement, qu'on n'a pas des phénomènes de trous entre intervalles, ainsi de suite. On a également la possibilité d'implémenter ces règles dans un formalisme textuel, très proche donc du langage naturel, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre la spécification en elle-même et l'implémentation. Les deux utilisant exactement les mêmes jargons, les mêmes termes, ainsi de suite. Cinquième étape, les tests unitaires, qui nous permettent de garantir que les règles fournissent bien le résultat que l'on attend pour chaque scénario. Et sixième et dernière étape, donc la simulation, qui est également un type de test, mais qui ne s'intéresse pas à l'exactitude des résultats, mais qui va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Donc on verra ça de manière plus précise. Pour cette première partie, donc cette première étape de vocabulaire, on a vu que dans la partie purement scoring, on manipule un certain nombre d'informations liées au client, d'où effectivement l'intérêt de créer une entité métier qu'on va appeler client. Et à l'intérieur de ce client, on va retrouver les informations telles que son âge, sa catégorie professionnelle, le montant de ses charges, sa domiciliation bancaire, le montant de son épargne, le fait qu'il soit fonctionnaire ou pas, le montant de ses impôts sur le revenu, le montant de ses revenus en eux-mêmes. Et on a vu qu'à l'issue du calcul de ce score, on fait des recommandations et donc on a jugé utile de faire porter ces recommandations par une entité métier qu'on a appelée ici conseil, donc qui va contenir la liste des produits boursiers qui sont recommandés, la liste des produits de défiscalisation, des produits d'épargne, des produits de placement immobilier et le score en lui-même. Étape création des groupes de règles, donc on a pu facilement identifier qu'on avait des règles caractéristiques du scoring en lui-même, donc on mettrait effectivement dans le groupe scoring. En ce qui concerne les recommandations, on a vu 4 types de recommandations. Donc pour ce faire, effectivement, il est pratique de créer un premier groupe
qu'on va appeler conseil ou recommandation. Et à l'intérieur de ce groupe, on va retrouver nos fameux 4 sous-groupes. Le flux d'exécution, l'arbre de décision donc en lui-même, il démarre, comme on l'a dit précédemment, par le scoring. Donc on verra que dans l'outil console métier, une fois qu'on a créé le groupe de reg scoring, il suffit juste de le glisser et déposer, donc drag and drop, dans l'espace d'édition de l'arbre de décision. Une fois qu'on a exécuté le scoring, donc on va soit sortir, terminer l'exécution, soit enchaîner avec le sous-arbre de recommandation qu'on a appelé ici le flux conseil. Quatrième étape, les règles métiers. Pour ce faire, effectivement, on va créer soit des tables de décision, soit des règles textuelles. Cinquième étape, les tests unitaires. Et pour faire les tests unitaires, on a 2 procédés. Soit il s'agit de faire des tests avec très peu de scénarios, un jeu de test donc réduit. Pour ce faire, on a la possibilité via l'outil de générer automatiquement un fichier Excel qui est déjà formaté, donc qui est structuré et qui va nous permettre de définir nos scénarios, nos jeux de données, et donc dans ce cas il faut les saisir donc manuellement, et pour ce faire effectivement ce n'est adapté que lorsqu'on n'a pas beaucoup de données à saisir, et une fois qu'on a défini ce fichier, effectivement on va l'uploader dans l'environnement de sorte qu'il puisse exécuter scénario par scénario et éventuellement comparer les résultats qu'il a obtenus avec les résultats que l'on a spécifiés comme étant résultats attendus. Par contre, lorsqu'on est vraiment dans une approche test de masse, où effectivement on va essayer de pouvoir rejouer toutes les demandes de scoring qu'on a pu avoir dans le système existant ou de manière manuelle pour tout un exercice, dans ces cas il est préférable, si cette base de données qui a stocké effectivement toutes les demandes de scoring existe, de se brancher dessus pour pouvoir effectivement depuis cette base de données remonter les différents scénarios et si possible également remonter les différents résultats qu'on a pu obtenir précédemment avec un système existant. Sixième et dernière étape, l'étape de simulation, qui va donc consister d'abord en la création de indicateurs de performance. Quels sont les différents indicateurs qui vont nous permettre là de juger de la performance de notre système de scoring? C'est en général effectivement les valeurs de score que l'on a pu produire, les différentes recommandations qu'on a pu effectuer, et également, une fois qu'on a défini ces indicateurs de performance, on va définir des tableaux de bord qui vont donc restituer graphiquement ces indicateurs de performance sur un tableau de bord avec différents types de graphiques, histogrammes, camembert, différentes couleurs, et ainsi de suite. Donc l'objectif à terme, c'est de bâtir donc un service métier, un service qui va être fait de plusieurs règles métiers, mais qui vont s'exécuter de manière complètement autonome par un moteur de règles qui est imbriqué. Donc une fois que le gestionnaire de règles que l'on voit à gauche dans ce slide a mis au point dans une sorte d'environnement bac à sable toutes les règles métiers, en les ayant testées et simulées, donc il décide de les déployer, et lorsqu'elles sont déployées, donc elles sont mises à disposition d'applications qui sont utilisées par le back-office, le front-office ou le call center, ou même l'internaute, le prospect ou le client, de sorte que lorsque ces personnes vont se connecter à leurs propres applications, en cliquant sur un bouton, ils vont interagir de manière transparente avec ce service de règles. Donc prenons typiquement l'exemple d'un prospect qui va se connecter sur le site internet de l'entreprise, remplir un formulaire où il va mettre son âge, sa catégorie professionnelle, ses revenus, ses impôts, ainsi de suite, cliquer sur un bouton et tout de suite il va avoir comme résultat une liste de produits qui vont lui être donc recommandés. Et ces résultats-là n'est que la conséquence effectivement d'une exécution d'un service de règles qui a été déployé quelque part, soit sur un serveur de l'entreprise ou sur le cloud, et qui fournit effectivement ces résultats qui vont être restitués sur une page HTML web donc du site internet. Donc le produit, la solution IBM ODM est en fait constituée de 2 familles de produits. Une première famille donc qu'on appelle Decision Server, qui va contenir l'atelier de conception Rule Designer, où on va définir notre vocabulaire, les différentes entités métiers avec leurs attributs. On va également définir, si nécessaire, l'arbre de décision. Cette famille Decision Server, ce package contient également le moteur de règles, donc en lui-même, et la console d'administration qui va nous permettre
de monitorer, de surveiller le comportement de ce moteur de règles. Donc, il va restituer des statistiques avec les durées d'exécution maximales, moyennes, minimales, ainsi de suite. Le deuxième package Decision Center, lui, contient un certain nombre d'outils collaboratifs, donc des applications web, qui vont permettre à une population fonctionnelle, donc faite de MOA, métier pur à MOA, donc il va leur permettre de s'organiser, de travailler ensemble autour de projets de règles avec différents rôles identifiés, un rôle donc de policy owner, donc de responsable de la logique métier, qui va affecter des tâches aux différentes personnes de l'équipe, à la fois des tâches de création de règles, des tâches de validation de règles, des tâches de test de règles, des tâches de déploiement. Donc chaque personne, quand elle va se connecter sur la console métier, va voir donc la liste des tâches qui lui sont affectées, le statut de ces tâches, et une fois qu'elle va exécuter ces tâches, il pourra changer leur statut en tâche complète, et du coup la personne en charge de valider ces activités, lorsqu'elle va se connecter, va également voir la liste des tâches qui sont en attente d'action de sa part. L'idée, l'approche étant qu'un projet de règles, donc un ensemble de règles, ne pourrait être vraiment candidat au déploiement que lorsque toutes les tâches donc, qui le constituent auront atteint le statut complété, entièrement complété. Tout ce qu'on appelle donc le governance framework d'IBM moderne. Nous allons donc à présent dérouler ensemble les 6 étapes que nous avons présentées dans le slide. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par l'étape de création de la structure de données, du dictionnaire de données. Et pour ce faire, donc là, j'ai lancé l'application Rule Designer, donc qui va nous permettre de créer cette structure. Et donc, je commence par créer un projet de règles de type standard, donc on va appeler scoring, et conseil, modèle de données, donc pour préciser que ce projet ne va en fait porter que le modèle de données. Donc la création de ce projet aboutit par la création de son nombre de sous-dossiers, règles, BOM, déploiement, etc. Mais là, comme c'est un projet, comme nous avons dit, qui est dédié à la structure de données, donc nous n'allons pas utiliser les autres dossiers, nous allons juste utiliser le dossier BOM, Business Object Model, et c'est à l'intérieur de ce dossier BOM qu'on va créer donc une entrée qui va nous permettre de définir nos différentes entités métiers. Donc, nous avons 2 entités métiers à créer. La première entité métier, c'est l'entité client. La seconde, donc, c'est l'entité conseil, qui va porter la liste des recommandations qui sont issues de l'exécution des règles. Dans l'entité client, nous avons un certain nombre d'attributs à créer, dont l'attribut âge. Donc l'âge, c'est forcément un type numérique. L'attribut catégorie professionnelle, qui lui va être de type chaîne de caractères. Donc à chaque attribut concret, on précise son nom et son type. Les charges plutôt, c'est également le type entier numérique. La domiciliation bancaire, qui est également le type chaîne de caractères. Le montant de l'épargne, qui est lui de type int. Le fait que l'indication que le client est fonctionnaire ou non, donc là il s'agit d'un booléen puisqu'il prend les valeurs oui ou non, vrai ou faux. L'attribut impôt sur les revenus, qui est également de type entier numérique. Et enfin l'attribut revenu, également de type entier numérique. Une fois qu'on a créé ces propriétés, ces attributs, ces champs, donc peu importe le nom qu'on lui donne, donc lié à l'entité métier, on va aller décorer, habiller chacun de ces attributs pour indiquer comment il va être utilisé à l'intérieur des règles. Typiquement, lorsqu'on clique sur l'attribut âge, donc on voit que la partie verbalisation là est vide, donc ça veut dire que l'âge en tant que tel pour l'instant ne pourra pas être utilisé dans les règles, mais lorsqu'on clique sur créer une verbalisation, donc ça nous crée automatiquement 2 expressions. Une première expression, donc action, qui correspond à la liste des possibilités qui vont être offertes donc à l'utilisateur à chaque fois qu'il va se trouver dans une partie action de règle. Donc la règle est subdivisée en partie condition et en partie action. Et ces 2 expressions qui sont générées sont destinées l'une à la partie action des règles, l'autre à la partie
conditions des règles, ce qu'on appelle donc l'expression de navigation. Il se trouve que l'âge, c'est une donnée, ça va être obligatoirement, toujours systématiquement, une donnée d'entrée. Dans le cadre précis de ce service de scoring, les règles ne seront jamais amenées à modifier l'âge. C'est une donnée qu'on va utiliser telle qu'elle, et donc on pourra effectivement décider que la partie action, expression ici n'est pas du tout utile. On va juste garder donc la partie l'expression navigation. Et on a également la possibilité de venir préciser ici donc quelques éléments qui vont nous permettre d'aboutir en langage quasi naturel, à savoir que l'âge, même si au moment de la création de l'attribut, nous ne lui avons pas donné donc un accent circonflexe, là, dans le cadre de la préparation, on a tout loisir de préciser effectivement l'accent circonflexe, de préciser le genre. Il se trouve que là donc par défaut, pour tous les attributs, le genre qui va être donc mentionné est du genre masculin, donc là on n'a rien à changer. Par contre, pour l'attribut catégorie professionnelle, donc là, une fois qu'on a créé la verbalisation et qu'on a supprimé l'expression action, on pourra venir ici préciser que donc catégorie, ça prend accent donc sur le E, et qu'il s'agit bien d'un genre féminin. Donc automatiquement, les articles définis et indéfinis au singulier ou au pluriel qui nous avaient été proposés ont été changés. Donc le est devenu là, et ensuite une, et ensuite voilà. Donc là, l'objectif c'est vraiment d'aboutir, de donner tout un panel de possibilités qui vont permettre au final de créer des règles en langage quasi naturel. Donc, ce travail donc d'habillage, de décoration, on le fait pour chacun des attributs dans chacune des entités métiers que nous avons créées. Nous allons donc à présent créer les groupes de règles, et pour ce faire, il nous faut créer d'abord un projet de règles, cette fois-ci de type principal, donc auquel nous allons donner un nom au même préfixe que précédemment, à savoir scoring et conseil, tirer cette fois-ci règles métier. Et nous allons donc indiquer que ce nouveau projet qui va contenir les règles métiers fait référence au projet précédent qui lui contient le dictionnaire de données. Et nous allons donc enchaîner par la création des groupes de règles. D'abord donc les règles qui vont stocker, le groupe qui va stocker les règles de scoring. Ensuite, le groupe qui va stocker les règles de recommandation. Donc on l'avait appelé conseil. Et c'est à l'intérieur de ce groupe conseil qu'on va avoir des sous-groupes qui correspondent aux différents types de règles de recommandation. Nous allons avoir des règles de recommandation de produits boursiers, des règles de recommandation de produits de défiscalisation, des règles de recommandation d'épargne, et à la fin, donc, des règles de recommandation de placement immobilier. Et donc, il est également nécessaire à ce stade-ci de créer ce qu'on appelle des variables, parce que nous allons avoir deux variables. En fait, une variable d'entrée qui correspond au client et une variable de sortie qui correspond à la sortie, donc qui est le conseil, l'ensemble des conseils. Donc, les variables sont de type le client lui-même, de type client, et de verbalisation également client. La seconde variable, c'est la variable conseil, de type également conseil, et de verbalisation conseil. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a créé nos groupes de règles et nos variables, nous pouvons passer à l'étape 3, qui est l'étape de création du flux d'exécution ou arbre de décision. Donc pour ce faire, nous allons d'abord créer l'arbre principal. Donc pour ce faire, on sélectionne flux d'exécution des règles, arbre principal. Et nous allons avoir également un sous-arbre pour la partie recommandation, puisqu'il faut à ce niveau-là enchaîner plusieurs groupes de règles. Donc on va l'appeler arbre conseil. Pour bâtir cet arbre conseil, il suffit de la partie gauche de venir là sélectionner nos différents règles de recommandation. Donc je choisis d'abord le groupe de règles de recommandation de produits boursiers, de produits de défiscalisation, de produits d'épargne, de placement immobilier. Et ensuite on positionne le nœud de début, le nœud de fin, et on lit tout ceci par les transitions. Et cette fois-ci donc des transitions inconditionnelles. Et à la limite,
telles que les règles vont être écrites, peu importe l'ordre en fait de l'exécution de ces groupes de règles. On peut commencer par le placement immobilier et terminer par le boursier. Ça n'aura aucun impact sur le résultat final. On passe ensuite après donc à l'arbre principal, qui lui va consister effectivement aux deux nœuds, nœud de début et nœud de fin. Entre les deux, on va d'abord commencer par exécuter des règles de scoring. Ensuite, selon les résultats que l'on va obtenir, on va ou pas exécuter les règles qui sont contenues dans l'arbre au conseil. Donc on va relier tout ça par les transitions entre le scoring et l'arbre, entre l'arbre et le nœud de fin, et entre le scoring et le nœud de fin. Effectivement, là, il y a des petites croix qui apparaissent pour indiquer qu'il y a une erreur, puisque le moteur, à la sortie des règles de scoring, ne saura pas quel chemin emprunter entre le chemin de sortie et le chemin qui mène à l'arbre conseil. Donc on va rendre cette branche entre scoring et arbre conseil conditionnelle pour lui indiquer sous quelles conditions il doit l'emprunter. Donc il suffit de sélectionner le lien et d'aller là dans les propriétés pour indiquer qu'on va entrer dans cette branche, on va emprunter cette branche uniquement lorsque le score qu'on a calculé est plus grand que 0. Voilà. Donc par défaut, lorsqu'on ne met rien comme étiquette, comme label sur le lien, il va reprendre toute l'instruction, toute la condition qui a été là positionnée. Il suffit juste de venir là et de renseigner ce label pour qu'effectivement il le remplace par le texte de la condition. Voilà. Donc là, on a terminé notre arbre de décision, nos groupes de règles et effectivement notre structure de données. Et donc il reste les étapes de création des règles métiers, création des tests fonctionnels et création de la simulation. Nous allons donc à présent enchaîner avec l'étape d'implémentation des règles métiers. Nous avons vu précédemment qu'il y a deux types de règles métiers, soit des règles textuelles qui s'écrivent donc avec le formalisme si, condition, alors action, ou des tables de décision, donc des règles sous format tabulaire, avec donc un tableau dont les colonnes de gauche représentent les colonnes de conditions et les colonnes de droite représentent les colonnes d'action. Donc je me propose là de vous montrer un exemple de chacun de ces deux formalismes. Donc là, j'ai basculé sur la console métier, sachant que toutes les actions qu'on fait sur cette console métier, donc il y a une application web, on peut tout à fait les faire avec le rule designer que nous avons utilisé jusque-là, notamment pour la création du dictionnaire de données, des groupes de règles et des différents arbres de décision. Donc là, juste pour changer un petit peu, je vous montre comment on peut implémenter ces règles avec la console métier, donc une application web destinée à une population, comme nous l'avions dit, plutôt fonctionnelle, mais il est tout à fait possible, avec la même facilité d'édition, de créer les règles dans la console, dans plutôt le rule designer. Donc là, je me propose d'écrire donc une règle d'abord textuelle, ensuite une règle sous forme de table de décision. Pour la règle textuelle, nous avons choisi un exemple simple. L'exemple donc qui consiste à dire que si le client est fonctionnaire, donc on va ajouter une valeur à son score, donc, puisque le fonctionnaire offre un certain nombre, on va dire, de garanties en termes de stabilité de revenus. Donc là, on va créer une nouvelle règle en cliquant sur le petit bouton avec le plus que nous allons appeler fonctionnaire tout simplement. Et donc cette règle va se situer effectivement dans le groupe de règles scoring. On clique sur créer. Donc là, hop, on tombe sur une page complètement vide où on peut faire à la limite de la prose libre, j'ai envie de dire, mais de la prose libre quand même qui est conditionnée par le dictionnaire de données que nous avons préalablement créé. Donc à ce niveau-là, là où se trouve le curseur pour voir toutes les possibilités qui nous sont offertes, il suffit d'activer l'autocomplétion et pour cela on clique sur CTRL et espace en même temps et donc là on a toute la liste des possibilités qui s'offrent à nous à cet endroit précis de la règle qui est pour l'instant complètement vide. Donc on va la commencer par une partie condition, donc en choisissant le mot-clé ici, condition. Pour la condition, donc on va juste dire énoncer si le client est fonctionnaire, donc on va choisir client parmi les mots qui nous sont proposés là. Donc là, dans cette liste déroulante, on retrouve à la fois les éléments qui sont propres à la solution, donc des mots-clés tels qu'il y a, il n'y a pas, il y a au moins, mais tout ce que vous voyez là en vert, effectivement, ce sont des éléments de dictionnaire que nous avons préalablement donc créés. Donc, en vert ou en bleu. En bleu, le nom des variables et en vert, tous les noms de toutes les expressions à la fois de navigation et d'action, donc là, de navigation à ce stade-ci, que nous avons créé préalablement. Donc si client, donc la liste se met à jour automatiquement, on va la réafficher et on voit tout de suite effectivement qu'elle est devenue beaucoup plus petite puisqu'à ce niveau-ci, après le mot client, le nombre de possibilités qu'on a est réduit par rapport à tout à l'heure quand on n'avait pas encore spécifié
choisi client dans la liste. Donc si client est fonctionnaire, alors ajouter au score de conseil la valeur 100. Voilà, donc cette règle elle est complètement complète, il suffit juste de l'enregistrer pour qu'elle soit prise en compte dans le système. On va à présent donc créer une table de décision, toujours en restant dans le... Voilà, donc effectivement, il nous signale, alors vous voyez, il nous signale tout de suite qu'il y a une erreur parce qu'à la fin d'une action, effectivement, il faut tout de suite ajouter un point virgule parce qu'après le mot-clé, alors on peut avoir une suite d'actions. D'accord. Si donc typiquement pour certaines conditions, nous devions énoncer plusieurs actions, les actions sont séparées par un point virgule, d'où la nécessité de l'avoir. Donc on va enregistrer, cette erreur étant corrigée. Donc, on va pouvoir revenir à notre groupe de règles de scoring. Donc, il va afficher la règle qu'on vient de créer. Voilà, donc il s'affiche bien, règle fonctionnaire dans le groupe scoring. On va maintenant créer une table de décision que nous allons appeler catégorie professionnelle. C'est la table de décision qui va nous permettre d'ajouter, d'augmenter le score selon la catégorie professionnelle. On suppose que le score à l'entrée il est nul, il est 0. Et à fur et à mesure qu'on va exécuter des règles de scoring, on va ajouter des éléments de valeur à ce score. On va l'augmenter. Donc pour ce faire, pour cette table de décision qui, selon la catégorie professionnelle, va attribuer un score donc intermédiaire, on n'aura besoin que de deux colonnes. Une colonne d'action qui va donc nous permettre de spécifier la catégorie professionnelle et une colonne d'action qui va nous permettre d'associer un score à cette catégorie professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé les deux scores de conditions, parce que par défaut, lorsqu'on crée la table vide, donc il nous propose trois colonnes de conditions et une colonne d'action. Comment on distingue les deux? La colonne de conditions, son en-tête est sur un fond gris, tandis que la colonne d'action, son en-tête est sur un fond bleu grisé. Donc là, l'en-tête, on va changer son libellé, on va plutôt donc, là, saisir catégorie professionnelle. Idem pour l'en-tête de la colonne d'action, donc on va la nommer plus score pour dire c'est voilà, une valeur qu'on ajoute au score à ce stade-ci, donc c'est un score intermédiaire. Quant à la catégorie professionnelle, donc là plutôt que de laisser une saisie libre pour le nom de la catégorie, ce qui peut être source d'erreur, j'ai pris l'option effectivement que la liste des catégories professionnelles soit disponible dans cette colonne-ci. Il faut d'abord effectivement associer à cette colonne l'expression qu'on veut manipuler, donc c'est la catégorie professionnelle du client. Dans cette colonne définition, on a également la fonctionnalité d'autocomplétion, comme tout à l'heure, et donc à ce stade-ci, toutes les expressions dont on dispose sont listées, on va donc choisir là la catégorie professionnelle de client. On va terminer ça par et un objet, voilà, et donc l'objet en question, c'est une valeur qu'on va pouvoir après mettre au niveau des cellules. Idem pour la colonne score, on va lui associer une expression qui est donc ajoutée au score de conseil, la valeur placeholder. Ce placeholder, c'est exactement la valeur qu'on va mettre dans la cellule. Catégorie, donc, une fois qu'on a associé cette colonne à l'expression catégorie professionnelle des clients, donc là, vous allez avoir à disposition une liste de valeurs possibles. Cette liste, je l'ai saisie donc au préalable, effectivement, dans Rule Designer, mais cette liste de valeurs, on suppose, elle peut également, si vous le souhaitez, provenir d'une source de données externe, qui peut être des fichiers, une base de données, un fichier Excel ou autre. Donc là, on va choisir profession libérale, ensuite employé, ensuite cadre, donc peu importe effectivement l'ordre dans lequel on choisit ces items, cadre et ensuite cadre supérieur. Et donc pour la profession libérale, on va lui associer le score de 50, 40 pour l'employé, 60 pour le cadre et 100 pour le cadre supérieur. Ce qui est intéressant dans cette table, effectivement, c'est que si jamais vous reprenez une valeur que vous avez déjà choisie et vous essayez de lui associer une valeur, vous allez tout de suite voir une erreur, donc, parce qu'il va vous signaler que, après enregistrement, pardon, il va vous signaler que vous ne pouvez pas avoir le même item voilà, auquel on associe effectivement deux valeurs différentes. Donc là, je vais juste supprimer cette ligne pour que tout aille bien. Donc, il faut retourner en mode édition, effectivement, et là, hop, c'était la ligne 85, on la supprime, on réajuste de nouveau, et tout se passe bien. Donc voilà, il n'y a plus d'erreur sur cette table, et on peut donc revenir à notre
feuille principale se trouve là. On peut également télécharger ce qu'on vient de créer au format Excel. Voici donc pour deux exemples de règles, une règle textuelle donc liée au statut de fonctionnaire et une table de décision liée à la catégorie professionnelle. Nous allons donc à présent passer à l'étape de test. Alors si vous regardez bien cette business console métier, elle est faite de plusieurs onglets. Un onglet pour tout ce qui est édition d'artefacts métiers, un onglet pour requêtes, dans le cas où effectivement on a créé plusieurs règles métiers, des milliers voire des centaines. Pour retrouver la règle qui nous intéresse, effectivement, ça peut être utile de créer des requêtes qui vont manipuler les différentes expressions utilisées dans la règle. Ensuite, la colonne test, où on va effectivement faire un certain nombre de tests fonctionnels pour nous assurer, pour garantir l'exactitude des résultats et la correction du coup des règles métiers. Un onglet de simulation, et lorsqu'on prend bien cette simulation, on a estimé effectivement que nos règles donnent bien le résultat attendu et qu'en termes d'analyse d'impact, ils aboutissent à de bons indicateurs de performance, et à ce moment-là, on peut effectivement passer au déploiement pour déployer les règles que nous venons d'éditer et de vérifier à destination de l'environnement de production pour exécution. Et on a également la possibilité de créer ce qu'on appelle des instantanés, qui sont des photographies d'enjeux de règles en instantané donné. Ça peut être intéressant, effectivement, d'archiver l'ensemble de nos règles avant d'effectuer des mises à jour, effectivement, qui sont des mises à jour conséquentes. Donc, l'ordre des onglets, quelque part, induit la démarche à suivre de l'activité d'édition jusqu'à l'activité de déploiement. Nous allons donc passer à présent au test. On a donc vu précédemment qu'on a deux moyens de définir nos tests, donc les scénarios de test, les jeux de données, soit dans une base de données, donc ça correspond typiquement au test de masse, test de gros volume, où on va reprendre des jeux de données qui correspondent à tout un exercice, soit dans un fichier Excel, lorsque effectivement le volume de données qu'on veut tester est maîtrisable, lorsque c'est des choses qu'on peut effectivement saisir manuellement. Et donc là, je vais juste montrer le cas d'utilisation de fichiers Excel pour définir nos scénarios de test. Pour ce faire, la première des choses à demander à la console métier, c'est de nous générer le modèle de fichiers de scénario. Et donc pour cela, on clique d'abord sur l'onglet test, ensuite sur ce petit bouton, générer un fichier de scénario. Donc il faut comprendre que le fichier de scénario, il va être fait de la structure des différentes entités qui sont manipulées à l'entrée. Donc là, typiquement, c'est l'entité client. Et éventuellement, de manière optionnelle, il peut également inclure les entités qu'on a en sortie. Alors les entités qui sont en entrée, elles sont forcément générées parce qu'il faut forcément renseigner ces structures-là, si on veut effectivement que le service puisse s'exercer sur ces données d'entrée. Par contre, les données de sortie, effectivement, on ne va les mentionner, les préciser, les spécifier que lorsqu'on est intéressé par la comparaison entre les résultats obtenus par le moteur et des résultats, nous, qu'on a injectés comme étant des résultats attendus. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante lorsqu'on va faire lorsqu'on va faire des tests de non-régression. Les résultats attendus seront obtenus de par le système qui tourne, et les résultats factuellement obtenus seront ceux qui sont obtenus par le nouveau système. Donc, on pourra ainsi garantir l'isofonctionnalité entre le nouveau système qu'on est en train de mettre en place, qui est un système à base de règles métiers, et l'ancien système, qui est peut-être un système à base de coding procédural, effectivement, pour nous assurer que les deux systèmes produisent exactement le même résultat. C'est une sorte de double run avant de décider de faire la bascule du nouveau système sur donc l'environnement de production. Concernant donc la donnée de sortie, qui est donc l'entité conseil qu'on a là renommée en investissement, donc vous vous souvenez que ça contient effectivement la liste des produits boursiers, des produits de défiscalisation et ainsi de suite. Donc on peut cliquer de manière tout à fait indépendante sur un attribut, voilà, ou alors cocher complètement l'entité de sorte que tous les attributs soient cochés. Lors, effectivement, dans ce même fichier, on peut avoir également les détails de l'exécution, c'est-à-dire on peut spécifier le nombre de règles qu'on attend qu'elles soient exécutées, la liste des règles, et ainsi de suite. Et si on spécifie ces informations-là, donc idem que pour l'entité de sortie, le système va comparer le résultat que lui il a pu obtenir avec le résultat que l'on a spécifié comme étant le résultat attendu. Donc lorsqu'on clique sur ce petit bouton télécharger, voilà, ça a pour effet de créer ce fichier de scénario, voilà, qui se présente comme suit. Donc il va créer un premier onglet pour les données d'entrée,
on va retrouver notre structure client. Et à l'intérieur de cette structure client, on aura tous les attributs tels que l'âge, la catégorie professionnelle, ainsi de suite. Et donc, un ID de scénario pour le premier scénario. Donc, vraiment, les données en tant que telles n'ont pas été renseignées, c'est juste la structure qui a été générée. De même, les résultats étendus sont générés dans un second onglet, où là, on va retrouver effectivement les bourses, les défiscalisations, ainsi de suite, où on aura la possibilité de les renseigner. Donc, je vais basculer vers un fichier, effectivement, où j'ai déjà créé une dizaine de scénarios. Donc, ça se présente comme si chaque scénario est nommé. Chaque scénario est identifié par un identifiant. Donc là, j'ai juste nommé scénario 1, scénario 2, scénario 3, mais on peut imaginer des cas où on a des noms un peu plus parlants, de type cadre supérieur, habitant tel endroit ou ayant tel revenu, genre, pôle, ainsi de suite. Pour les résultats attendus, là, donc je n'ai rien spécifié, sachant qu'effectivement, on n'est pas dans une dynamique de test de longue régression. Voilà. Et donc, ce fichier tel qu'il est fait, on va l'uploader dans la console métier et effectivement demander à la console métier d'exécuter ces scénarios. Donc, pour ce faire, on revient à notre onglet test, on va cliquer sur plus pour créer une suite de tests. Donc, on va laisser le nom par défaut suite de test. On va quand même cocher cette petite case pour lui demander de nous générer un fichier final de rapport de sortie. On va également cocher quelques détails d'exécution à inclure, tels que le nombre de règles qui ont été déclenchées, la durée de l'exécution, ça peut être intéressant, et également la liste des règles qui ont été déclenchées. Voilà, donc on sauvegarde tout ceci. Par contre, effectivement, il ne faut pas oublier d'associer notre fichier Excel où ont été définis les scénarios. Donc on va le retrouver là. Donc une fois que ça c'est fait, on peut sauvegarder et exécuter en même temps. Donc il nous signale que l'exécution se fait en background, hein, par un thread tout à fait autonome, et pendant qu'il exécute, bon, l'exécution est terminée, on aurait pu faire autre chose. Donc là, on a le jet d'exécution scénario par scénario. Il se trouve qu'on a 100% de réussite parce que n'ayant pas spécifié de résultats attendus, le moteur obtient un résultat qui ne peut comparer à rien. Bon, il estime que tout va bien. Pour la première exécution, donc, elle a duré 86 millisecondes, ce qui est un petit peu beaucoup quand même. C'est peut-être dû au fait que on vient juste de le lancer pour la première fois. Le nombre de règles déclenchées est de 13, et là on a la liste des règles qui sont déclenchées. Donc chaque règle est là effectivement représentée par un hyperlien. Lorsqu'on clique dessus, on va aller retrouver le corps de la règle. Pour le deuxième scénario, en principe, ça s'est exécuté beaucoup plus rapidement, puisque là, voilà, donc 1 milliseconde, on a déjà monté le nombre de règles en mémoire. Et en principe, en général, on a l'exécution en fait d'un service se fait en deçà même de la milliseconde. Voilà, vous le voyez là, pour le troisième scénario, ça a duré moins d'1 milliseconde. Donc c'est pour ça qu'il marque là 0. Donc on est de l'ordre de la nanoseconde, sachant que le moteur est très 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 performant. Si on clique ensuite sur le rapport en lui-même, le rapport détaillé de l'exécution, donc ça nous génère un rapport sous format Excel. Le rapport Excel final effectivement du test reprend les valeurs initiales, donc ils correspondent à ce qu'on avait dans le premier onglet du fichier initial où on a défini nos scénarios. Donc ça reprend effectivement toutes les valeurs scénario par scénario, avec effectivement, pour faire la différence entre les valeurs de sortie et les valeurs d'entrée, les valeurs d'entrée sont avec une en-tête de colonne sur fond bleu, et les valeurs de sortie sont avec une en-tête de colonne sur fond jaune. En ce qui concerne le premier scénario, typiquement, il n'y a pas eu de produits boursiers qui ont été recommandés. Par contre, pour le deuxième scénario, il y a eu 3 produits boursiers qui ont été recommandés. 2 produits de défiscalisation, 4 produits d'épargne, 8 produits d'épargne, et un produit de placement immobilier. Et on retrouve là le score final qui a été calculé donc, pour ce scénario. Voilà, donc ça, c'est un moyen de retrouver de manière synthétique à la fois les scénarios d'entrée qui avaient été définis et les données de sortie qui correspondent à chacun de ces scénarios. Nous allons donc passer à présent à l'étape de simulation. Pour rappel, donc, la simulation, elle consiste à faire jouer un jeu de règles sur un jeu de données, voir quel est donc l'impact de cette exécution de règles sur ce jeu de données sur un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on a préalablement créés. Ensuite, faire une modification ou plusieurs modifications de règles, donc faire ce qu'on appelle de l'analyse d'impact. Et donc,
suite à cette modification de règles, obtenir un nouveau jeu de règles, faire jouer le même jeu de données sur ce nouveau jeu de règles et voir comment donc ça a pu influencer les valeurs des indicateurs de performance que nous avons préalablement donc définis. Voilà, donc là j'ai fait donc j'ai fait jouer à peu près 3 simulations sur le même jeu de données et donc on obtient sur nos indicateurs de performance ces graphiques-là, donc des indicateurs de performance du type moyenne du score par âge, donc restitué sous forme de courbe, moyenne du score par revenu, donc restitué sous forme d'histogramme, et moyenne du score par catégorie professionnelle. Donc là, on s'intéresse à un fait bien précis, un fait numérique qui est le score, selon plusieurs axes d'analyse, donc à savoir l'âge, le revenu, la catégorie professionnelle. Donc on fait exactement la même chose pour un autre fait plus bas qui est le nombre de PEL qui ont été recommandés. Et ensuite, le troisième fait, donc, c'est le nombre de produits boursiers qui ont été recommandés. On peut ici identifier sur nos données de sortie plusieurs faits, donc le score en est le principal, et également plusieurs axes, plusieurs dimensions d'analyse. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon de l'analyse multidimensionnelle, l'analyse, on va dire, par cube. Donc là, la moyenne du score par âge, on constate effectivement que c'est autour de 40 ans qu'on a le meilleur score. Alors, ce sont effectivement des données qui ne sont pas forcément représentatives d'une situation réelle. Et en ce qui concerne la moyenne des scores par catégorie professionnelle, donc là, voilà, c'est relativement homogène. On constate quand même qu'on a le nombre maximum pour la profession libérale et le nombre le plus petit, la valeur de score le plus petit pour l'employé. Concernant donc le score par revenu, là on peut constater que c'est autour de 110 000 euros de revenus annuels qu'on a le meilleur score. Concernant le PL, pareil, c'est toujours autour de 40 ans qu'on a le plus de recommandations vers un PL. Et concernant le nombre de PL par catégorie professionnelle, effectivement, on constate que c'est pour les professions libérales et les cadres supérieurs qu'on a le plus de recommandations de PL. Concernant le PL par revenu, on n'obtient pas exactement la même chose que pour le score, dû au fait effectivement que nos données sont fictives et que c'est pour autour de 70 000 euros par an, qu'on a le plus grand nombre de recommandations de PL. Concernant le nombre de produits boursiers par âge, là encore, idem que précédemment, c'est autour de 40 ans qu'on a le plus grand nombre de produits boursiers recommandés. Quant aux produits boursiers par catégorie professionnelle, donc là, la répartition est relativement homogène, c'est uniquement pour les cadres supérieurs qu'on n'en a pas recommandé, donc ce qui peut sembler effectivement un petit peu atypique. Et dernier graphique, donc le nombre de produits boursiers par revenu. Donc on va voir que ce tableau de bord-ci, il est complètement paramétrable. C'est nous qui faisons le choix à la fois des indicateurs qu'on lui fait figurer et de la manière avec laquelle on les fait figurer, donc sous forme de secteur, d'histogramme, de courbe, de lignes pleines, ainsi de suite. Donc on va le voir là. Dans l'onglet format de rapport, donc j'ai créé un rapport que j'ai appelé tableau de bord scoring. Si on clique sur éditer ce rapport, alors qu'est-ce qu'on constate d'abord sur la partie droite? On a la liste des indicateurs de performance que nous avons au préalable créés, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure, on verra qu'ils sont également créés en langage naturel. Donc moyenne du score par catégorie professionnelle, moyenne du score par revenu, ainsi de suite. Et ensuite, dans la partie gauche, c'est là qu'on va composer donc nos différentes sections qui vont donc être contenues dans notre tableau de bord. Une première section donc on a appelé moyenne du score par âge, revenu, catégorie professionnelle. Donc il suffit juste de dropper voilà, un indicateur de performance et de le lâcher dans la section qu'on souhaite. Et là, sur l'indicateur de performance, il suffit de cliquer sur ce petit bouton de configuration et là on voit qu'on peut le représenter sous forme d'histogramme avec les différentes couleurs donc qu'on choisit, sous forme d'air, donc sous forme de ligne, courbe, ou sous forme de secteur. Et une fois qu'on a choisi sous forme de secteur, quant à les couleurs, donc on peut décider de les restituer sous forme de néon, discret ou normal. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait donc là, dans ce tableau de bord, on a 3 sections, et pour chaque section est dédiée à un fait précis, donc le score, le nombre de PL, le nombre de produits boursiers recommandés, et dans chaque section, ce fait-là est visualisé selon 3 dimensions. Voilà, donc au final, total, nous avons 9 indicateurs de performance. Alors comment on crée ces fameux indicateurs de performance? Il suffit d'aller là, dans l'onglet indicateurs de performance,
performance. Donc on retrouve nos 9 indicateurs de performance. Si l'on clique par exemple sur l'indicateur de performance score par âge, sur le petit bouton éditer, donc on constate effectivement qu'il est exprimé en langage quasi naturel. Donc c'est la moyenne du score, le score étant une métrique, groupée par âge avec un intervalle de 20 ans. Donc pareil que pour les règles, selon l'endroit où l'on se situe dans la définition de l'indicateur de performance, en cliquant sur CTRL espace, on a là la liste des possibilités qui nous sont offertes. Donc la plus ancienne, la plus récente, le maximum, le minimum, le moyen, la moyenne, le nombre, le ratio, la somme, ainsi de suite. Donc l'idée, effectivement, c'est à un moment donné, quand on a joué notre jeu de règles sur un jeu de données et qu'on a obtenu ces fameux courbes donc de simulation, d'effectuer quelques modifications de règles et de rejouer. Et donc une fois qu'on a rejoué, il suffit d'aller sur le rapport en question pour le comparer, donc en cliquant sur ce petit bouton comparer avec un autre rapport qu'on a créé au préalable. Et donc là, on a une comparaison visuelle, donc côte à côte, entre les différents tableaux de bord qu'on a pu obtenir. Donc là, il se trouve que voilà, je n'ai pas fait de modification de règles entre ces deux simulations, raison pour laquelle on a exactement les mêmes graphiques à gauche et à droite. C'est ainsi pour la simulation. Donc on va ensuite terminer par le déploiement en lui-même. Donc une fois qu'on a édité nos règles, qu'on les a testées d'un point de vue fonctionnel, qu'on les a simulées d'un point de vue business, d'un point de vue objectif à atteindre, on va ensuite donc passer à l'étape de déploiement pour cibler effectivement la plateforme cible de production. Donc je vais l'appeler ce déploiement, je vais l'appeler scoring. Donc c'est un déploiement soit de production ou de non-production. Donc on va choisir production. Le nom de la roulap, on va l'appeler scoring roulap. Donc la roulap, c'est le conteneur en fait de notre déploiement. Les opérations que nous, on va aller déployer, bah, effectivement, c'est l'opération conseil en investissement. Oui, alors le nom de la roulap, il n'est pas content, il n'aime pas le petit tiré, on va mettre un underscore. La cible de notre déploiement, bah, c'est le serveur que nous avons défini au préalable et toutes ces informations qui suivent sont des informations non obligatoires. Donc une fois qu'on a créé notre configuration de déploiement, il suffit de l'enregistrer et puis de l'exécuter avec ce petit bouton. Déployer, donc faire le serveur directement. On peut déployer de deux manières. Soit on déploie en ciblant directement le serveur s'il n'y a pas de pare-feu, de firewall entre cet environnement de maintenance des règles et l'environnement cible où vont tourner les règles. Si par contre on a un phénomène de guichet électronique, si la policy, la stratégie de l'entreprise en termes de déploiement fait que lorsque le fonctionnel a terminé son travail, il souhaite faire un déploiement, il va plutôt poster son fichier de déploiement dans un répertoire précis et ensuite les scripts de l'exploitation vont aller régulièrement lire dans ce répertoire-là pour voir s'il n'y a pas de nouveaux fichiers, de nouvelles règles à déployer. Donc nous, alors, on va plutôt prendre la première option qui est l'option la plus simple, puisque le serveur vers lequel on va déployer est sur mon laptop. Donc une fois qu'on a cliqué sur déployer, donc là on va avoir un rapport de déploiement donc, qui nous indique que tout s'est bien passé. Voilà, on s'y connecte avec le bon login password. Donc ça c'est le login password par défaut. Une fois quand on installe le produit, il vient avec ses login password par défaut. En cliquant sur explorer, là il faut se reconnecter parce que il y a une autre page qui est ouverte. Voilà. Donc là on retrouve notre fameux roulap, notre fameuse roulap pardon qu'on vient de déployer. Voilà, qui contient donc les règles de scoring. Voilà, dans un langage compréhensible par le moteur. Afficher les propriétés, voilà, afficher le contenu de l'archive. Donc là, voilà. Donc là, on va retrouver effectivement toutes nos règles, à la fois les règles de scoring, les règles de recommandation, les règles de scoring. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose qui est en langage compréhensible par le moteur et donc qui est différent du langage dans lequel on a édité nos règles, qui était donc un langage quasi naturel. Donc une fois que ça a été déployé, le travail effectivement proprement dit des personnes donc habilitées à implémenter les règles est terminé. Donc là maintenant ce qui va rester c'est un travail d'intégration avec nos fameuses applications web ou autres qui vont consommer les règles. Et donc c'est les développeurs qui sont en charge de ces applications qui sont en amont et en
en aval du service des règles pour qu'ils puissent appeler le moteur des règles, le service des règles. Donc il faut qu'on leur fournisse la signature de ce service des règles. Et donc pour ce faire, il suffit juste d'aller dans afficher, obtenir le fichier de description. Donc c'est ce fameux fichier qui va décrire notre service des règles. Donc alors, les utilisateurs en amont, ils vont communiquer avec le service des règles par deux types de protocoles possibles, soit un protocole SOAP ou un protocole REST. Ça, c'est dans le cas où effectivement le service des règles est déployé comme une brique complètement autonome, homogène à part. Et effectivement, donc, si on choisit le cas du REST, effectivement, qui est celui qu'on utilise le plus parce qu'il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus performant. Donc, dans le cas où on fait l'option effectivement de générer un fichier descripteur du service en langage REST, il suffit ensuite de cliquer sur afficher. Et là, on a la description de notre service en mode REST. Alors la même chose, on peut également l'avoir en mode SOAP. Il suffit de cliquer ici, de cliquer sur SOAP et de cliquer sur afficher. Voilà, donc on a également ce qu'on appelle le WSDL, le WSDL, et là le WADL pour REST. On va terminer la démonstration par l'utilisation de ces fichiers de déploiement avec une application de test de web service telle que SOAP-UI. On va donc à présent procéder au test de notre web service de scoring, donc qui contient nos règles métiers à la fois de scoring et de recommandation de produits. Donc on va procéder à ce test non plus comme ce qu'on avait fait donc depuis tout à l'heure, depuis la console métier, mais là vraiment de l'extérieur complètement de cette brique service métier, en utilisant donc SOAP-EU qui va nous permettre effectivement de simuler une application complètement externe qui va communiquer avec le service des règles métiers via le réseau, via le protocole SOAP ou via le protocole REST. Et donc pour ce faire effectivement, donc SOAP-EU est une très bonne application de test. Donc là on va créer un nouveau projet qu'on va donc désigner comme étant projet SOAP. Pour ce faire donc il a besoin donc de notre WSDL, donc on va aller le chercher là où on l'avait stocké. Voilà. Donc il nous génère automatiquement un petit projet de test, donc voilà, avec ce format XML où on pourra rentrer nos données. Donc les données du type âge, donc là on va choisir par exemple 38 ans. Les charges annuelles, 3300, on est sur des données complètement fictives. La domiciliation bancaire, on va mettre qu'on ne sait pas, c'est inconnu. Le montant de l'épargne, on va mettre 75. Est-il fonctionnaire ou pas? Non. Le montant des impôts, on va mettre 23. Le montant du revenu, 110. Voilà, donc une fois qu'on a rempli nos données, il suffit de cliquer sur ce bouton pour envoyer ces données au service des règles. Voilà, et on obtient le résultat suivant. Donc le score qu'il a calculé est de 380. Les produits d'épargne qui sont recommandés sont le CL, l'épargne salariale, le livret A, le tenue de croissance de l'évasion. Et donc on n'a aucun produit boursier qui a été recommandé, ni de produit de placement immobilier, ni de produit de défiscalisation. Voilà, donc ça c'est le contenu des données qu'on a envoyées. Donc ce résultat qu'on obtient, il est complètement externe, donc comme on l'a dit, au service des règles métiers. Donc voilà. Avec ce test-ci, on a bouclé la boucle, hein. On a fait un petit peu toutes les grandes étapes qu'on déroule dans un projet qui inclut IBM ODM. Dans le slide qui va suivre, donc, je vais vous présenter la liste des ressources qui sont à votre disposition pour de plus amples informations sur cette solution IBM ODM. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. premiumbeat.com